Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH management, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles évidemment. Bien dans son job, aujourd'hui on parle du CPF, oui le compte de formation, avec une stratégie de contournement. On va parler justement de cette stratégie avec Guillaume Ledieu-Deville, cofondateur de Lingueo, il est notre invité. Le cercle RH, l'art de la reconversion pro à l'occasion d'un événement organisé dans quelques jours. On va en reparler évidemment avec Stéphane Mas, il est le directeur général de Transition Pro IDF. Il est à l'origine de cet événement sur la reconversion. Il y aura avec nous Nathalie Gourdin, elle est déjà venue sur le plateau, c'est une militaire de carrière reconvertie. Et puis Guylaine Soavi, docteur en psychopédagogie, fondatrice de AECD. IDEF. Voilà nos invités pour le cercle RH et on terminera notre émission avec les irritants dans le processus de recrutement. La mauvaise question, la mauvaise posture. On fera le point avec Élise Moreau, cofondatrice de Blendy, spécialiste justement de ces questions de recrutement. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job pour parler formation, c'est un sujet important pour les salariés, formation des langues notamment. On en parle avec vous Guillaume Ledieu-Deville, ravi de vous accueillir. Bonjour. Vous êtes cofondateur de Lingueo. Exactement, Lingueo, parce que vous mettez une petite note d'accent. Oui, peut-être que j'ai besoin de passer d'ailleurs entre les mains de vos formateurs. Fondé en 2007, vous êtes deux associés qui venaient de la Silicon Valley et vous avez créé cette entreprise qui marche très très bien. Quelques mots quand même sur cette relation au CPF, parce que quand on est une entreprise de formation, on a tous ce désir de créer son CPF et d'aller toucher le plus large public. Comment ça s'est passé pour vous et comment certains réussissent à le contourner ou comment on peut réinventer ce CPF qui est aujourd'hui un peu sur ligne de crête ? Oui, c'est une bonne question. Effectivement, quand le CPF est apparu, tout d'abord, c'était une vision de la formation, la liberté de choisir son avenir professionnel. Donc, c'est vrai que l'idée était alléchante. Un dispositif, et c'est peut-être presque ce qui est le plus important, un dispositif technique qui a permis l'instantanéité, c'est-à-dire qu'on peut vite entrer en formation. C'est ça. Avoir accès à un large panel de formation et un financement parce que chaque Français a une alimentation sur son compte de 500 € par an, voire 800 € si vous êtes peu qualifié. Donc, sur le papier, c'était exceptionnel. Effectivement, en tant qu'organisme de formation, vous voulez entrer dans ce marché-là. C'est aussi un effet qui se coule, si on peut dire. Le double effet qui se coule. Le double effet qui se coule, parce qu'effectivement, là où vous touchiez un certain public qui payait de sa poche, une fois que le CPF existe, ce même public ne veut plus payer de sa poche. Donc, quand même, vous convertissez un marché. Deux sujets, on passe rapidement, des abus qui ont été réglementés, le législateur s'y est penché, et un reste à charge. Ouais. Et c'est là où les choses deviennent compliquées, c'est récent. Comment vous l'avez ressenti, ce reste à charge ? Est-ce qu'il y a eu des hésitations ? Est-ce que le client y va moins ? Et on va parler de la compensation, parce que les entreprises ou les institutions, régions, peuvent mettre le complément. Oui. Le reste à charge a été annoncé. On a un peu l'habitude des changements réglementaires, donc on ne va pas dire qu'on a eu peur, mais on avait beaucoup d'interrogations. Donc le 2 mai, ça a été appliqué. Il a fallu attendre quelques mois pour en voir les conséquences. Pour l'instant, le bilan, il est positif, en fait. C'est-à-dire que l'offre s'est effectivement réduite, mais aujourd'hui, le titulaire, donc c'est-à-dire chaque Français, va prendre un peu plus de temps pour choisir sa formation, parce qu'il va sortir 100 € de son portefeuille et va être plus engagé dans sa formation. Donc il y a une sorte de maturité qui est apparue, donc des paniers moyens un peu plus importants, un temps de réflexion un peu plus important, mais ensuite un engagement beaucoup plus important tout au long de la formation. Ce qui est important, c'est l'enjeu de ce reste à charge. Je parlais des entreprises, mais il y a des institutions régionales, donc les régions en France, dont la région Pays de Loire, parce que vous êtes évidemment partenaire de cette région, qui a décidé de mettre au pot et de payer le reste à charge. Exactement. En fait, c'est pas qu'ils paient le reste à charge, ils sont impliqués et c'est aujourd'hui que toute leur importance revêt, enfin tout ce système revêt cette importance-là. En fait, depuis le départ, vous avez ce système d'alimentation, 500 ou 800 € par an, et Pôle emploi, un certain nombre de régions, 5 à l'heure actuelle, ainsi que des entreprises qui peuvent venir participer au financement. Et ce qui est génial dans ce dispositif, celui du CPF, c'est que tout est informatisé. Ça veut dire que je vais pouvoir identifier des cibles. Donc je suis une région, je suis le Pays de Loire, je vais pouvoir dire ce qu'ils ont fait à la rentrée, et ce n'est pas la première fois, ils ont tout de suite, très tôt, lancé ce type d'abondement. Ils vont pouvoir cibler une population, dire dans mon bassin économique, sur ma région, je vais pouvoir venir financer toutes les personnes qui ont moins de 26 ans,
ou qui ont plus de 50 ans, ce qu'ils font actuellement, sur un ensemble de formations choisies, et donc relancer de manière ciblée l'activité de leur région. Et de la formation indirectement. Et de la formation indirectement. Et dans ce cas-là, bien sûr, à partir du moment où ils cofinancent, le reste à charge n'existe plus. Un mot quand même, c'est la région qui va piloter les formations qu'elle va orienter vers ses publics, on est bien d'accord? Complètement, mais ça peut être un choix de formation, mais ça peut être un choix de qualification de personnes, ça peut être un choix d'âge. Vous avez un certain nombre de critères qui vous permet de venir soit aller sur, je ne sais pas moi, les métiers en tension dans une région, ou soit venir en soutien d'une population vieillissante qui a du mal à trouver un travail du fait de son manque de qualification. Avant de nous quitter, Lingueo, je pense que je l'ai bien dit cette fois-ci, ça se passe bien au niveau des langues. Est-ce que vous sentez la même appétence qu'il y a quelques années quand le CPF était à 100% Est-ce que les Français sont hésitants ou est-ce qu'ils se ruent vers les langues? Alors, les langues restent toujours une des valeurs sûres, on va dire, dans le domaine de la formation. Il y avait le permis de conduire et les langues. Permis de conduire, langue, informatique. Mais là, le grand changement qui s'opère, en plus des régions et du Pôle emploi, ce qui s'appelle France Travail maintenant, c'est également l'implication des entreprises. En fait, cette co-construction permet de piloter la formation. Donc nous, aussi bien avec les apprenants, donc les titulaires de compte, et les entreprises, on travaille tous en collaboration pour venir apporter des formations plus adaptées. Et c'est peut-être un deuxième souffle pour ce CPF qui effectivement a connu un petit coup d'arrêt avec ce reste à charge. Merci Guillaume Ledieu-Deville d'être venu nous accompagner et nous éclairer. Vous êtes le cofondateur de Lingueo. Combien de personnes formées au total? On a formé presque 1 million de personnes maintenant. 1 million de personnes à presque toutes les langues. On dispense une quinzaine de langues. On est d'accord. Le chinois, hein. Aussi. C'est important de le préciser. Merci de nous avoir rendu visite. On tourne une page et on s'intéresse à un sujet où les langues ont leur importance, la reconversion. Beaucoup de salariés, parfois, ont envie de renverser la table. D'autres sont parfois obligés de quitter leur emploi parce que leur activité s'est arrêtée et doivent se reconvertir. Comment faire? C'est tout simple. Il y a un salon de la reconversion et on en parle tout de suite avec mes invités. Le cercle RH est l'art de la reconversion. Alors je dis l'art, certains ont fait le choix de se reconvertir et puis d'autres sont dans une obligation professionnelle. Leur activité s'arrête et il faut penser à un autre métier. On nous dit même que dans une vie, on peut avoir 3, 4 métiers possibles. Ça veut dire se reformer et puis changer de vie parfois. On en parle avec mes invités. J'accueille Nathalie Gourdin qui vient régulièrement sur notre plateau. Nathalie, c'est un vrai plaisir de vous accueillir, cofondatrice de NGM Solutions, alors, ancienne militaire de carrière reconvertie, et on sait que vous êtes aussi dans le sport de haut niveau. C'est important de le préciser. Merci d'être avec nous. Guylaine Soavi, ravie de vous accueillir. C'est la première fois que vous venez sur le plateau et c'est un vrai plaisir. Docteur en psychopédagogie et vous êtes fondatrice d'AECD IDEV. Vous allez tout nous expliquer dans quelques instants. Et puis à vos côtés, Stéphane Mas, qui est venu assez régulièrement lui aussi chez nous, directeur général de Transition Pro IDEF, Île-de-France. Et la reconversion, j'ai envie de dire, c'est presque votre dada, parce que le 27 et le 28 septembre prochain, ça sera sur une péniche d'ailleurs. La péniche, là où les athlètes des JO se retrouvaient, c'est ça, hein? C'est surtout la péniche, le bateau qui a transporté nos athlètes, l'équipe de France des Jeux Olympiques, avec tant de succès, tout à fait. Eh bien, on l'a réservé, on a créé un espace qui va être un grand espace destiné à la reconversion, et notamment, en partie aussi, pour toutes ces personnes qui ont contribué à la réussite. Vous savez que vous avez 35 000 CDD qui, aujourd'hui, sont certainement à repositionner sur le marché. Vous parliez tout à l'heure du subi et puis plutôt de l'initiative, l'ancienne militaire, qui a pris son destin en main. Eh bien, vous voyez là il y a un vrai enjeu que nous allons accompagner. Génération Reconversion, c'est le nom de l'événement pour tous ceux qui y réfléchissent, parce qu'il y a quand même un processus aussi dans la reconversion. Vous êtes une actrice de la formation, alors psychopédagogue. La reconversion, c'est quoi? Comment vous définiriez ce mot, vous? Changement de vie? Oui, changement de vie, changement d'orientation. Et pour moi, le fait le plus important là-dedans, c'est, outre le projet que l'on a pour se reconvertir, c'est d'y réfléchir d'abord et de travailler sur ce qu'on est, sur ses compétences, sur sa personnalité. C'est vraiment faire le point c'est un redémarrage, en fait, c'est un rebond, la reconversion. Je mets juste un bémol, sauf quand vous tombez sur la tête
le fait que votre secteur d'activité, alors je vais un peu loin, mais quand les moteurs thermiques vont s'arrêter, on commence déjà à penser à reconvertir tous ces gens dans les usines Renault, chez Stellantis. C'était pas votre cas? Non. Votre reconversion, c'est pas comme ça que vous l'avez vécu? Non, je n'ai pas vécu comme ça. Comment ça s'est passé? Déjà, quand on rentre dans l'univers militaire, on sait que ça va avoir une fin, donc on y pense. On signe pour 5 ans, 10 ans? Voilà. On sait qu'à un moment donné, il va falloir faire autre chose. Donc on n'y réfléchit pas forcément au début, mais on le garde dans un coin de la tête en se disant quelles compétences je vais pouvoir développer et quels sont mes talents que je vais pouvoir après revendre sur le marché de l'emploi. Pas toujours simple quand on est militaire de connaître ses compétences. On parle plutôt de talent. Qu'est-ce qu'on sait bien faire? Puisque finalement, on part au départ dans l'information qu'il y a des choses pour lesquelles on est bon, c'est inné. Et puis pour d'autres, il faut y travailler, c'est des compétences qu'il faut acquérir. Quand on arrive et qu'on nous met un treillis, c'est un peu ça. On se base d'abord sur, on va commencer par pourquoi vous êtes bon et pourquoi vous êtes mauvais. Et on va plutôt faire le choix de nous orienter vers quoi on va être bon, parce qu'on va gagner du temps et des coûts. C'est une logique, c'est rationnel. Et ça marche plutôt bien. En revanche, c'est de se dire quelles compétences moi je vais avoir besoin en plus, parce que finalement c'est de la formation continue. C'est ça. Moi je suis arrivée dans le monde militaire, je pensais que l'école c'était terminé. Et ça a fait que commencer. On se forme tout le temps en permanence, c'est de la formation, c'est de l'acquisition de nouvelles compétences et de nouveaux savoir-être et savoir-faire. Guylaine, un mot et Stéphane. Oui, juste pour rebondir, on organise des SBO donc dans les casernes, et en fait, on travaille sur quelques jours avec les militaires de carrière qui doivent justement sortir pour faire ce bilan. Pour ouvrir la fenêtre, en fait. Pour ouvrir la fenêtre et les possibles. Parce que selon le grade, j'imagine que les choses, elles sont claires, mais selon le grade, elles le sont moins. C'est différent. C'est effectivement différent. Ce moment où il faut effectivement, de toute façon, le bilan de départ, s'il n'est pas posé... Ça, je suis d'accord. Et parfois, on fait le mauvais choix. Voilà. Stéphane Mas, juste d'un mot, parce que dans les actions, parce qu'il y a évidemment une remise de trophées, c'est quelque chose de très ludique, donc allez jeter un œil sur cette péniche, il va s'y passer plein de choses. Mais il y a quand même un enjeu fort, puisque vous le portez à travers un dispositif d'usure professionnelle. Oui. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. S'il y a des gens qui sont au bout de course et qui disent « j'en peux plus ». C'est surtout d'anticiper le bout de course. L'histoire, elle est là. C'est vraiment la prévention de l'usure professionnelle. Et quand on parle d'usure professionnelle, on voit bien que c'est un phénomène qui touche tous les salariés et toutes les personnes. Vous savez, c'est celui qui est sur aujourd'hui sur sa chaîne de production avec les problèmes sonores. C'est aussi le burn-out, on évoquait, ou le stress potentiel. Vous avez aujourd'hui en Europe 50% des salariés qui disent mais nous, on est dans un contexte de stress permanent. Les burn-out, on dit que c'est à peu près 12% de la population. Et ça progresse. Donc, vous voyez bien que tous ces phénomènes-là, qui sont des risques potentiels, ont des impacts très importants. Et c'est comment on prévient, comment on les accompagne. Et ça tombe bien, puisque nous sommes chargés depuis maintenant une année d'accompagner, en tout cas sur le plan des reconversions, ces risques professionnels avec un fonds spécial qui nous permet de pouvoir financer les reconversions, maintien de salaire, et puis aussi derrière, formation, c'est-à-dire prise en charge des coûts pédagogiques. Mais qu'on se le dise clairement pour ceux qui nous regardent et qui s'intéressent, ou qui sont concernés, on pousse la porte d'IDF Transition Pro, et on dépose un dossier, on regarde les possibilités. Comment on fait? Parce que les gens disent « je suis perdu », on va où et comment on fait? Oui, de manière très opérationnelle, puisque là, on est sur la prévention des risques professionnels. Ça veut dire qu'on va devoir rencontrer un conseiller en évolution professionnelle. C'est mieux déjà pour faire le point sur sa situation. C'est un peu incontournable. C'est le bilan que vous développiez, en fait, oui. Guylaine, c'est ça. Le bilan, c'est l'exploration et la transférabilité, de compétences. Je fais ma photo, quoi. Ouais. Voilà. Et ce que vous disiez, où je suis bon, où je suis moins bon, et qu'est-ce qui me plaît, et comment je vois, comment je peux me projeter à nouveau. Alors, il y a juste ça, c'est... Vous accompagnez aussi des clients, enfin des gens que vous allez accompagner. Aujourd'hui, c'est un phénomène qui est en expansion. Moi, aujourd'hui, 30% de ma clientèle de clients sont des clients qui demandent un accompagnement dans la reconversion, dans le coaching. Donc, c'est quelque chose qui est mesurable depuis 2 ans. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Comme ça, je peux avoir une photo. Ils vous disent « j'en peux plus, mon métier n'a plus de sens », c'est ce qu'on entend beaucoup. « J'aimerais avoir un métier en plein air alors que je suis enfermé dans un bureau ». Qu'est-ce qu'on vous raconte? Alors, il y a 2 cas de figure. Le premier, c'est les gens effectivement qui sont en quête de sens. Mon métier ne fait plus de sens. Donc, j'ai envie de faire autre chose. Et il y a eu l'effet Covid qui a beaucoup développé ça, qui a amené les gens à réfléchir et effectivement à dire « est-ce que je ne ferais pas un métier manuel ?» Alors, certains se sont essayés. Moi, je leur explique, j'aurais dit « écoutez, il faut tester quelque chose avant de se lancer dans une grande aventure. Premièrement,
les clients que j'ai sont des cadres plus. Donc, l'herbe n'est pas toujours plus verte ailleurs. Hein. Il y a aussi, est-ce que je suis capable de perdre une partie de mon salaire pour faire un métier plaisir ou un métier passion, pour développer d'autres choses? Est-ce que j'ai les moyens de le faire? Parce que si j'ai des enfants à charge, etc. Pragmatisme. Voilà, donc je dis, oui, tout est possible, mais il faut le construire en fait dans un parcours. Il faut tester des choses avant de s'engager ou partir sur un coup de tête. Mais on s'est arrêté sur le conseiller, on va voir ce conseiller, on fait cette photo, donc son bilan. Puis ensuite, on vous dit quoi? On vous dit, écoutez, en l'état actuel des choses, vous avez un métier qui n'est pas bouché, vous allez pouvoir le poursuivre. Ou alors on vous dit, on vous propose ça. Est-ce que c'est concret à ce point-là? Oui, vous avez différents cas de figure. Le cas de figure qu'on évoquait tout à l'heure, qui était celui vraiment de la prévention de l'usure professionnelle. Là, on est sur des postes qui sont soumis à un certain nombre de risques. Et là, ils sont identifiés. Stress physique, musculo-squelettique. Enfin, voilà. Et là, on peut les identifier. C'est comment on accompagne. Après, vous avez d'autres profils qui ont été évoqués. Ceux qui souhaitent donc engager une reconversion. Et là, on a dit, première étape, plutôt un bilan de la situation. On ne s'engage pas comme ça dans une reconversion. Et après, on peut déposer un dossier pour présenter cela chez nous à une commission qui est en charge d'évaluer si derrière il y a de l'emploi, parce que là aussi, la question, vaut mieux aller vers des métiers où il y a de l'emploi, même s'il y a une dégradation de la rémunération, c'est pas un problème. Pardon. Donc la commission va trancher sur le choix de la personne. Si elle va dans des métiers totalement bouchés, on va lui dire, mais il n'y a pas d'espace. Ce sera refusé. On est d'accord. Oui, ce sera. 52% des salariés en France souhaitent démissionner ou changer de métier. Donc c'était le diagnostic du départ. Je vois le mot démissionner. Démissionner, c'est un mot fort. Quand on démissionne, c'est-à-dire qu'on quitte son entreprise sans réclamer d'indemnité, on démissionne. Eh bien non. Non. Non, mais allez-y Stéphane, éclairez-moi, parce que vous avez raison. Non, parce qu'il y a une possibilité, il y a une offerte aujourd'hui, qui est celui de prendre un dispositif d'émission-reconversion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez un projet derrière, de créer une entreprise par exemple, ou de suivre une formation pour vous reconvertir, vous pouvez aujourd'hui démissionner et ainsi profiter des indemnités chômage. Et prise en charge. Et d'être pris en charge. Là aussi, le dossier doit être argumenté, déposé à la DRITS, à France Travail, et validé. Alors, déposé à Transition Pro, voilà, qui est en charge justement d'évaluer la qualité du dossier en relation avec France Travail, anciennement Pôle emploi, qui va prendre en charge après les indemnités. Donc vous voyez les opportunités que cela peut ouvrir, notamment la création d'entreprises, on pourra en reparler, qui reste aujourd'hui chez beaucoup de Français une envie qu'ils souhaitent vraiment développer. On a un chiffre, vous avez le chiffre de vos clients, mais est-ce qu'on a un chiffre plus macro sur le goulet d'étranglement entre ceux qui veulent se reconvertir et ceux qui arrivent à passer la barre des commissions pour pouvoir vraiment se reconvertir? C'est quoi, 5%, 10%? Alors, en tout cas, dans les dossiers qui sont présentés chez nous, les projets qui sont présentés, le taux d'acceptation, il est de 65%. Ça veut dire qu'il est relativement important. Il permet de couvrir, pour l'instant, des dossiers qui sont quand même très spécifiques. Ce sont des reconversions plutôt longues, des formations certifiantes. Donc coûteuses. C'est pas la même démarche qu'une démarche... Guylaine Soivy. Pour y mettre un bémol, en fait, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas jusqu'au dépôt du dossier. C'est-à-dire qu'il y en aura envie qui se disent « je veux faire ça, je veux changer, je veux me reconvertir ». Que le projet, il faut que quand même le projet représente un changement d'orientation, un changement de métier. Ça ne peut pas être une compétence supplémentaire dans le métier. C'est important de le dire. Dans le métier. Donc ça, c'est une reconversion au sens propre. Donc c'est vraiment un changement de métier. Et puis, il faut qu'il porte quand même sur des métiers en tension et des métiers recherchés. Donc c'est pas si simple. Je suis pas bien chez Coca, je vais chez Pepsi, c'est pas une reconversion, ça. C'est juste on change de boulot et de marque. Néanmoins, je vais donner un contre-exemple d'entreprises américaines qui fonctionnent pas du tout de la même façon, qui disent à leurs salariés, bon, si ça marche pas très bien, si vous vous sentez pas bien, etc., vous pouvez partir. Donc, ils font un licenciement, entre guillemets, à l'amiable. À l'américaine, voilà. Et ils financent, 15 jours de chômage. Et ils financent un dispositif, en fait, de reclassement, de replacement, d'accompagnement pendant 1 an à la personne pour qu'elle puisse rebondir dans autre chose, dans un autre métier ou alors carrément dans un autre secteur d'activité. Chez nous, ça existe aussi avec le dispositif ProA. Mais il n'y a pas de dossier à remplir. En fait, c'est à la demande de la personne et c'est vraiment quelque chose qui est une démarche personnelle. Mais ce qu'on entend à travers vous, les experts, ceux qui accompagnaient et ceux qui géraient l'administratif, c'est que c'est quand même une démarche lourde, c'est une démarche de réflexion profonde. On ne se lève pas un matin en disant « change de métier ». On est d'accord. Oui. C'est quand même pas rien de se reconvertir. Alors ça peut arriver. Il y a des gens qui en peuvent vraiment plus, qui sont vraiment au bord de la dépression, du burn-out, qui disent « moi je veux partir maintenant ». Et c'est tout de suite. Ça ne veut pas dire qu'ils se reconvertissent bien.
Je m'autorise. Exactement. C'est ça le problème. On est d'accord. Moi, c'est le principe. Et après, ils sont plus aptes à travailler tout de suite aussi. C'est ça qu'il faut voir. Donc là, il y a aussi un autre accompagnement, c'est de se dire, est-ce que j'ai l'énergie? Est-ce que je suis en capacité de prendre un nouvel emploi? Et est-ce que je suis capable de penser à quelque chose de différent? Et en fait, souvent, c'est non. Donc il y a déjà une période... On parle de burn-out, mais il y a un gros facteur professionnel, mais il y a aussi des facteurs personnels dans le burn-out. On est d'accord. C'est pas que... Je suis d'accord. Enfin, c'est le mélange de plein de choses. Dans la reconversion, il y a tout ça à prendre en compte. Et si on est fragilisé, et si on est aussi déprimé à la maison, etc., il va falloir faire des choix. Et ces choix, c'est bien s'ils sont éclairés et mieux qu'il y en ait moins, mais que ce soit des reconversions réussies. En parlant d'éclairage, avant de nous quitter, faites-nous rêver, parce que la reconversion, ça a souvent été un peu l'enfant pauvre des sujets de l'emploi. On n'en parlait pas, on se reconvertissait à bas bruit. Et vous dites, on va mettre un grand coup de projecteur sur une péniche médiatique, on va remettre des prix. Pourquoi cette volonté de la mettre en lumière, cette reconversion ? Parce que vous l'avez dit, on va changer 3 à 5 fois de métier. C'est peut-être même dans la nouvelle génération, peut-être 10 fois. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'il faut donc sensibiliser le maximum de public avant que, de manière inéluctable, la chose arrive. Et quand vous avez mis en avant, tel qu'on le fait, des profils qui ont des reconversions assez extraordinaires. Je peux vous donner quelques exemples. Je ne voudrais pas vous dévoiler là, les futurs prix, mais il y a Laura Flessel. Laura Flessel qui est l'ambassadrice. Qui est l'ambassadrice avec Trésor Makunda, qui était vraiment... qui s'est reconvertie, Laura Flessel aussi. Laura s'est reconvertie, s'occupe justement de formation des sportifs de haut niveau. Donc Trésor, qui est un athlète para-olympique ou paralympique, qui, en plus de ça, est un garçon extraordinaire, qui a un parcours fantastique. Ces gens qui vont venir en plus témoigner. Et puis, vous avez, de manière très pratique, on peut dire au quotidien, chaque jour, nous, on voit des histoires qui sont fantastiques. Fantastiques. Quand vous avez quelqu'un justement de chez Coca-Cola qui une grande multinationale et qui dit moi mon avenir il n'est pas tracé et qui crée son entreprise pour les jeunes parents par exemple avec des box pour les jeunes parents parce qu'on pense toujours aux enfants on pense jamais aux parents et qui réussit, c'est extraordinaire. Lorsque vous avez des histoires de vie, attendez, quelqu'un qui a un jeune de la SNCF qui maintenant tutoie les étoiles parce qu'il est au commandement donc de l'aérospatiale. Vous voyez, vous avez comme ça des parcours qui sont fantastiques. Bon, après, un mot, Guylaine, avant de nous quitter. Mais moi, je dirais que dans les reconversions de tous les jours, parce que là, on parle quand même de profils particuliers, particulièrement intéressants, et qui avaient déjà du potentiel au départ. Tout le jeu, quand même, tout l'enjeu, ça va être de reconvertir tous ces publics qui se retrouvent très éloignés. Tous ces anonymes, en quelque sorte. Voilà, tous ces anonymes. Et le boulot, il est extrêmement difficile à faire. Et quand on y arrive, il ne côtoie pas les étoiles, mais quand on y arrive, c'est... Il faut d'abord se reconstruire, puis se reconvertir, c'est ce que vous disiez. Ce qui est génial aujourd'hui, moi que je trouve, c'est avoir cette possibilité-là. Parce que d'où qu'on vienne, on peut effectivement se reconvertir et changer son avenir. Et je crois que là... Reconvertir, ce n'est pas un acte anodin. 27-28, c'est sur cette fameuse péniche que vous avez vue. Vous avez été des millions de Français, des dizaines de millions à la voir. Elle sera à quai, évidemment. Bien sûr. Il n'y aura pas le cheval, c'est juste ça. Non, on n'a pas réussi, mais on a d'autres surprises. On a Laura Flessel qui a été quand même l'une des dernières relayeuses. On a Trésor Makunda. Et une très grande championne. Tout à fait. Merci à vous, Stéphane Mas, directeur général de Transition Pro EDF et à l'origine de cet événement important pour mettre en lumière. Merci à vous, Guylaine Souavy. Je précise que vous avez des centres de formation, des CFA, je ne l'ai pas dit, plutôt dans le sud, on l'a presque entendu. Et dans l'ultramarin. Et dans l'ultramarin, j'ai vu la Polynésie notamment, en particulier, et nos amis d'outre-mer. Et merci à Nathalie Gourdin d'être venue nous rendre visite, épanouie dans sa reconversion. Totalement. Moi, j'ai envie de dire, osez faire autre chose et osez découvrir quelque chose de différent, parce que peut-être vous serez surpris dans le côté positif. Il faut l'aborder vraiment comme une nouvelle aventure. LGM Solutions, c'était l'entreprise de Nathalie Gourdin. Merci à vous trois de nous avoir éclairés. On termine avec Fenêtre sur l'emploi, sur les irritants lors d'un recrutement. Quand on se reconvertit, on va passer entre les fourches codines du recrutement et parfois ça ne matche pas. Le recruteur pose les mauvaises questions. On en parle tout de suite dans Fenêtre sur l'emploi.
fenêtre sur l'emploi pour parler des irritants lors d'un recrutement. Ça nous est tous arrivé. On va en parler avec Élise Moron. Bonjour Élise. Bonjour Ravi de vous accueillir. Vous êtes cofondatrice de Blendy, qui est une entreprise de formation au recrutement innovante, puisqu'il y a du présentiel, il y a aussi un accompagnement en e-learning. Mais d'abord, vous êtes beaucoup appuyé sur l'étude de Jean Pralon, qui vient régulièrement, et on lui rend hommage, EM Normandie, me semble-t-il, qui a fait une étude qualitative sur le ressenti. On l'a demandé aux gens, mais comment vous avez vécu votre recrutement? Et si vous vous êtes appuyé là-dessus, ça ne se passe pas toujours bien. Exactement. Et je pense que c'est une surprise pour personne que le recrutement se passe pas toujours bien. En gros, Jean, effectivement, est encore actuellement en train de faire cette étude. D'ailleurs, elle est en cours. Hein. Exactement, je m'adresse aussi aux auditeurs. N'hésitez pas à partager vos témoignages. Exactement, vos témoignages, vos histoires. En gros, donc on a créé un collectif hyper engagé qui s'appelle le SAV du recrutement. Et pourquoi? Ça part du constat qu'il y a une incompréhension complètement majeure entre les candidats, les recruteurs et les managers. Et en fait, on se rend compte qu'il y a énormément de friction, de frustration, d'incompréhension et de ressentiment, même carrément, pas de sentiment, de ressentiment dans le recrutement. Mais souvent, quand on sort, on a le ressentiment. Exactement. On dit, j'ai pas été bien traité, on n'a pas compris ce que j'ai voulu dire. Exactement. Vous, votre mission, Élise, quand même, c'est à travers l'accompagnement, c'est de les former, ces recruteurs dans les entreprises, ceux qui parfois s'expriment mal, ceux qui ne regardent pas le candidat quand il s'exprime, ceux qui passent un coup de fil pendant l'entretien, enfin tous les sujets qu'on a vécus. Et force est de constater qu'il y a beaucoup de boulot, on est d'accord. Parce qu'au-delà de la technicité, de l'expertise du recrutement, il y a aussi effectivement l'expérience que vous allez donner en fait à un candidat. Parce qu'à offre égale, c'est l'expérience que vous allez faire passer à un candidat qui va faire qu'il va vous choisir vous. Donc c'est hyper intéressant. Je précise que c'est la première personne, hormis la personne qui m'a accueilli à l'accueil, c'est la première personne que je vois dans l'entreprise. Complètement. Donc, c'est un ambassadeur de la marque employeur, clairement. Et d'ailleurs, j'imagine que vous avez certainement plein d'histoires aussi à me raconter sur votre recrutement. Écoutez, on en parlera éventuellement hors antenne si vous le voulez, mais concrètement, vous faites focus à travers ces témoignages quali qui sont en cours menés par Jean Pralon. Qu'est-ce qu'ils vous disent, les recruteurs? Parce que vous les avez en face de vous, ces recruteurs. Vous leur dites, on voit, c'est concret, ça se passe mal. Qu'est-ce qu'ils vous répondent, eux? Justement, en fait, on a du mal à comprendre ce qui se passe. C'est-à-dire que si je prends les retours des recruteurs et si je prends les retours même des managers et même des candidats, en fait, ils disent tous la même chose. À savoir, ils n'arrivent pas à se comprendre. Il y a des recruteurs qui disent j'ai pas de réponse du candidat, je comprends pas. Il m'a ghosté. Toutes les étapes, il m'a ghosté. Et puis, il y a des candidats qui vous disent le recruteur, il m'a ghosté, j'ai pas de nouvelles depuis 3 semaines. Donc, je ne sais pas ce qui se passe. Mais vous les avez dans des salles de formation, vous et vos Absolument. équipes. Quand vous les avez droit dans les yeux, qu'est-ce qu'ils vous disent? J'ai pas le temps, j'ai trop de candidatures, je suis débordé. C'est ça la réalité. Principalement, c'est la réalité. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on n'investit pas suffisamment aussi dans le recrutement. On ne donne pas non plus tous les moyens financiers, mais aussi au niveau des outils, au niveau aussi des ressources humaines en tant que telles. Parfois, je vois des recruteurs qui font 600 recrutements à eux tout seuls. C'est compliqué. Quand vous avez énormément de candidatures à traiter, effectivement, il va falloir s'équiper, s'outiller, parce que c'est compliqué à traiter et à donner une réponse ultra qualitative à chacun des candidats. Un dernier mot, il y a aussi la posture et j'allais dire les soft skills, c'est-à-dire la façon dont on est accueilli. Absolument. Comme sur un plateau de télé d'ailleurs. Enfin, je veux dire, c'est très similaire. D'ailleurs, j'aurais un feedback à vous faire. Mais vous avez bien raison. On va avoir beaucoup de choses à se dire en antenne. Non, mais clairement, la posture, c'est hyper important aussi. Et c'est ce qu'on a cherché à travers ce SAV du recrutement, parce que c'est un collectif qui est composé de 4 acteurs du recrutement qui se retrouve un peu sur les fondamentaux. On a Saven, qui est un outil d'évaluation de compétences comportementales. On a Yago, qui est un expert de l'expérience candidat dont on parle. Qui est venu régulièrement. Exactement. Loveboarding aussi. Exact. On a Act for Skills, qui est aussi une agence de conseil et de communication RH. Et on a Blendy, du coup, dont je suis la cofondatrice. Et nous tous, justement, on a été un petit peu réunis et impulsés par Jean, qui a voulu vraiment donner la parole davantage aux principaux intéressés pour comprendre c'est quoi les irritants. Les irritants à suivre et à découvrir cette étude de Jean Pralon. Merci Élise Moreau, cofondatrice de Blendy, et vous accompagnez ces recruteurs. Merci à toute l'équipe, merci à Nicolas Juchat, merci à Élise à la réalisation aujourd'hui, merci à Saïd au son qui était parfait, merci à vous pour votre accueil et votre fidélité. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.